pour changer, c'est Otaku Sataku Sia, Model by Day. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. À l'heure actuelle, les super-héros triomphent sur le grand et le petit écran, mais il y a eu pas mal de faux départs avant d'en arriver là. Par exemple, dans les années 90, à la suite du succès du Batman de Tim Burton, on avait vu fleurir les adaptations de comic book, mais pour 2-3 réussites, il y avait eu énormément de flops, où les gros nanars côtoyaient les bons films incompris. Principalement des super-héros d'ailleurs, les super-héroïnes devaient se contenter du petit écran et du direct-to-vidéo avec des budgets à l'avenant. Dans ces conditions, il ne fallait pas s'attendre à des miracles, et jusqu'à présent, dans cette émission, on a vu un AV indéfendable, et un ratage qui n'avait clairement pas les moyens de ses ambitions, et où surnageaient quelques bonnes idées, hélas sous-exploitées. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, Model by Day, est basé sur un comic book que je regrette amèrement d'avoir acheté pour préparer cette vidéo, car c'est très mauvais. Parler d'amateurisme pour les dessins est insultant pour les amateurs, et le scénario est à l'avenant. Tu m'étonnes que l'auteur, qui s'est depuis spécialisé dans la BD de cul, a été surpris que quelqu'un lui demande l'autorisation de l'adapter. Sans doute ont-ils été séduits par le high concept, une justicière masquée qui est en top modèle sous son identité secrète, en se disant qu'après tout, si Andy Sidaris arrive à faire des films où des pages centrales de Playboy sont des agents secrets d'élite, pourquoi pas? Un détail cependant pourrait sauver cette adaptation. En effet, elle a été coécrite par Joseph Loeb III, alias Jeff Loeb. Mes excuses si je prononce mal. Bon, à l'époque, il était surtout connu pour sa participation à des plaisirs coupables, mais il est aujourd'hui un scénariste de comics réputé, même si sa production alterne entre l'excellent et l'épouvantable. Bon, pour sa défense, ses plus mauvais comics ont été écrits dans la période qui a suivi la mort de son fils, donc on comprend qu'il n'était pas dans le meilleur état d'esprit pour travailler. Ensuite, à l'époque où il bossait sur Model by Day, il scénarisait également un de ses chefs-d'œuvre, The Long Halloween, ce qui est donc plutôt rassurant. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de scène de cannibalisme dans le film. Jeff Loeb va-t-il réussir l'exploit alchimique de transformer une mauvaise bande dessinée en bon téléfilm? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! On commence par un générique déconseillé aux épileptiques et à la musique très dansante. Avant de faire connaissance avec l'héroïne Lex, ce qui d'après le comics c'est le diminutif d'Electra, en train de se maquiller tout en téléphonant à sa coloc et BFF Jay. Oh putain, j'avais oublié à quel point la déco des années 90 était moche. Actually, it's been cloudy. Can you hold on a sec? Allô? Ce qui est exactement l'endroit où vient de tomber ma blague. Lex est donc top modèle, et ce n'est pas un rôle de composition, puisque l'actrice est elle-même un ancien mannequin qui venait de se lancer dans le métier de comédienne. Ouais, encore une de ces étoiles filantes de la mode qui a voulu se reconvertir et qui a complètement disparu des radars après avoir enchaîné 2 ou 3 bides. Oh putain! C'est Famke Janssen! Famke Xenia Unatom Jean Grey Janssen! Nous la suivons donc dans ce qui est pour elle une journée de travail ordinaire, maquillage, séance de pose, domptage de chameau. Mais non! J'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin. On sache que Brune veut nous foutre la merde sur le plateau, tandis que Jay se fait agresser par des voleurs de voitures et se retrouve à l'hôpital avec une grave blessure à l'œil qui pourrait compromettre sa carrière naissante de photographe. Ah, et si la musique vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a été composée par Seal. Pardon, erreur de Google Images. Voilà, ce Seal. N'empêche, Jeff Loeb, Famke Janssen, Seal, il y a pas mal de noms connus qui ont bossé sur ce film, et on n'en est même pas à 10 minutes. Lex se défoule ensuite à son cours de taekwondo avec son stéréotype de sensei en fauteuil roulant, Cheng.
qui est visiblement de la même famille que le Cheng de Hard Ticket to Hawaii, Chinese father, British mother. et qui dans la BD origine n'était pas en fauteuil roulant, mais était un sosie barbu de Bruce Lee. Ils ont donc remplacé un stéréotype par un autre. Puis elle va voir son autre amie Shannon, monitrice d'autodéfense, incarnée par Shannon Tweed, ancienne playmate de l'année qui a connu une carrière très lucrative dans les séries B ou Z des années 80 et 90, plus quelques apparitions dans des séries comme 21 Jump Street. Elle se rend ensuite au commissariat. C'est Méduse ou quoi? Ah ok, pratique les lunettes on-off. Elle demande donc des comptes aux policiers qui enquêtent sur l'agression dont a été victime son ami, le lieutenant Eddie Walker, stéréotype de flic débordé, désabusé et accessoirement accro à l'aspirine, dont on se doute qu'ils vont finir ensemble. Puis elle se rend à son agence où elle fait un cadeau à un de ses employés. Quelle attention charmante et délicate. Puis va voir son impresario joué par Sean Young. Eh ben maintenant au moins, vous saurez comment relier Famke Janssen à David Lynch et à Ridley Scott au jeu du 6 degrés de séparation. Celle-ci lui demande de participer à un défilé où tous les mannequins doivent être masqués. Nobody will know it's you. Ouh, je sens poindre un setup payoff là. Alors bon, je viens de zapper sur le clip d'Adriane. J'ai des références tellement 80s. Et donc, après un défilé de femmes masquées sur un ring, bon ça va, je suis pas trop dépaysé par rapport au film japonais niveau séquence what the fuck. Lex se décide à entamer une carrière de justicière. Alors, sachant que le costume de version comics est particulièrement moche, on espère qu'ils ont fait des efforts pour l'améliorer. Et le pire, c'est que... oui, ils l'ont améliorée. Elle est limite bien habillée, là, par rapport à la version BD. Bon, ok, je vais être gentil. La partie qui recouvre la tête, c'est plutôt bien vu. Hein. Il y a un casque pour la protection, et le mélange cagoule en cuir, plus lunettes réfléchissantes, ça dissimule suffisamment bien le visage pour qu'on ait aucun mal à admettre que personne ne la reconnaît, malgré le fait que Famke Janssen a le tarin le plus reconnaissable de l'univers. Mais le reste, il y a bien des femmes qui s'habillent comme ça pour aller travailler la nuit, mais c'est pas des justicières, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, peut-être qu'elle va se rattraper avec ses punchlines. I'm your drinker. Ok, c'est pas GG comme phrase d'introduction, mais bon, hein, Hello, scumbag. quand on a eu droit à ça, on n'est pas difficile. Bitch. You don't know me well enough to call me that. Et ils ont repris une réplique de la BD, là. You don't know me well enough to call me that. Et ils auraient pas dû. Ses premiers adversaires sont justement le gang qui avait agressé Jay. Comment sait-elle que c'est eux? Elle est filmée par un vidéaste amateur, et comme les bretelles dans son dos format X, ça lui vaut le surnom de... Lady X? What kind of name is that? Et donc, Famke Janssen jouait déjà une X-Woman à l'époque. D'ailleurs, True Story, lors d'une interview réalisée à la sortie du premier X-Men, un journaliste avait justement évoqué ce téléfilm, et elle lui avait répondu que c'était un squelette qu'elle tenait à garder dans son placard. On peut donc supposer que quand elle avait vu le résultat pour la première fois, ça avait dû donner ça. When I look at the love Elle révèle ensuite sa double identité à Chang. This business of running around in your pajamas, picking fights is wrong. Tu portes de curieux pyjamas, mec. Jay sort ensuite de l'hôpital, et pour lui remonter le moral, Lex l'invite à une soirée en boîte avec Shannon. Ouh, elles ont un accrochage avec le patron trop entreprenant qui les fout dehors. Tu sais, mec, même dans les années 90, draguer les clientes quand elles te disent non, c'était très mauvais pour les affaires. Au lieu de rentrer directement chez elle, Lex se met à faire un montage de scènes où elle neutralise divers criminels, le genre de scène qui manquait justement à The Chosen One.
En plus, Pendant ce temps, à Veracruz, le patron du club se fait tuer par une inconnue en cuir, faisant donc d'Alex la principale suspecte, ce qui nous vaut un interrogatoire où elle se la joue Sharon Stone. I am wearing panties. Tu sens la déception dans leur regard. Mercedes? Ah non, ça c'est une Ferrari. Soupçonnant Lex de lui cacher quelque chose, Walker décide de la suivre et d'assister à une séance de pause en lingerie. Décidément, les Gypsy Kings ont bien changé. We've been marching around for 8.5 hours. Haven't taken one single picture. On parie qu'il y en a qui vont réclamer le directeur Scott avec l'intégrale des 8h30. I haven't? No! Bon, Lex a beau narguer le flic en jouant au chat et à la souris avec lui, elle est quand même sympa puisque quand il se fait choper par le photographe, elle lui sauve la mise en prétendant qu'il était venu la chercher parce qu'il l'avait invitée à dîner. Une vraie Jean-Claude Van Damme au féminin, cette fille. Bon d'accord, ça fait une déco originale, mais vous croyez pas que vous devriez repêcher le téléphone maintenant? Et donc, roter dès le premier encart et le plus sûr moyen de coucher avec un flic. Les trucs de drague des films que je regarde sont de plus en plus chelous. pendant ce temps, à Veracruz, La fausse Lady X fait une nouvelle victime et signe son meurtre d'un X qui veut dire Xenia Unatop. Ah non, elle a un alibi. Notez, vu que les deux victimes bossaient pour la mafia russe, que Xenia soit impliquée serait pas ce qui était plausible. Lex sort donc enquêter sur ce nouveau meurtre, avant de rentrer dans un appart au hasard pour se changer, réveillant l'occupant, qui par chance se trouve être un fan. I only do this for my really special fans. Ouais, c'est à la fois fun et mignon comme scène, je trouve. Mais elle tombe ensuite sur Johnny Lee, le garde du corps de la première victime, qui a été chargé par Nikolai, un chef de la mafia, de retrouver et éliminer sa meurtrière, ce qui lui a permis de découvrir la double identité de Lex. Comme il la connaît, au lieu de la descendre sur place comme on lui a demandé, il préfère lui laisser le bénéfice du doute et l'invite à dîner. De plus en plus chelou, je vous dis. pendant ce temps, à Veracruz, Nikolai apprend qu'un autre de ses hommes a été tué par la fausse Lady X et ordonne donc qu'elle soit éliminée, ainsi que Johnny Lee, en qui il n'a finalement pas confiance. Et après un plan foufoune totalement gratuit qui arrive comme un cheveu, ou plutôt un poil pubien sur la soupe... Au moins leur premier dîner ensemble aura été mémorable. Heureusement pour eux, Johnny Lee est un homme prudent qui avait planqué plein d'armes dans le resto en arrivant, et il est aussi très doué pour la diversion. En tout cas, si c'est ça, à chaque fois qu'il vient manger chez elle, tu m'étonnes que la patronne ne veut plus le voir. Passe ensuite faire coucou à Chang, qui lui offre une nouvelle arme pour sa panoplie. Bring it back in one piece. Et comme Johnny Lee a remarqué que la tueuse éliminait les victimes en respectant les hiérarchies de l'organisation, il en déduit que Nikolai est sa prochaine cible. Et c'est là que je remarque que comme elle en avait marre qu'on l'appelle Lady X, Lex a supprimé les bretelles de son costume, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée de combattre avec un haut qui menace de tomber au moindre mouvement, à moins qu'elle ait décidé de suivre les conseils de Johnny Lee en matière de diversion. Et puis bon, hein, quand on voit que ça fait des années qu'Wonder Woman se bat avec un costume qui tient avec de la Super Glue 3, on a donc droit au combat final entre les deux Lady X. Eh bah c'est Chang qui va être content. Bring it back in one piece. Du coup, c'était bien la peine d'introduire cette arme qui, au final, n'aura pas servi à grand-chose. Finalement, Lex a le dessus et... Bon, je pense que vous avez tous deviné qui était la fausse Lady X. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait 50 personnages féminins dans ce film. Il y a Jay, dont on sait qu'elle sait pas se battre, Mercedes, dont ce serait un Deus Ex Machina de nous sortir qu'en réalité c'est une super combattante, et Shannon, qui donne des cours d'autodéfense, et qui n'a eu jusqu'à présent que 2 scènes alors qu'elle est incarnée par une actrice très populaire de l'époque. Tellement populaire d'ailleurs que la VHS donnait l'impression qu'elle incarnait le personnage principal. Stockings go on your legs. Shannon! Unbelievable! Nikolai s'apprête à les descendre toutes les deux, mais est abattu par Johnny, qui veut faire pareil avec Shannon, parce que, on l'avait quand même payé pour protéger une de ses victimes, mais finalement, c'est pas la peine, vu qu'elle fait une chute mortelle en tentant de s'enfuir.
Le lendemain, Lex reçoit la visite de Walker qui lui explique les motivations de Shannon, à savoir venger sa sœur qui avait été défigurée et poussée au suicide par la mafia russe. Et bien qu'il a compris qu'Alex était la vraie Lady X, il sous-entend qu'elle pourrait en profiter pour arrêter ses activités nocturnes, vu que tout le monde croit que Shannon était la justicière et qu'elle est morte. Corrédé, oh! Quoi, il y en a encore une? How many endings can this story have? Ah non, c'est juste Jay qui a trouvé le costume, et comme elle est incapable d'additionner 2 et 2, n'en déduit pas que Lex est en réalité Lady X, et lui demande si elle peut la porter pour leur prochaine soirée ensemble. I won't be needing it. At least I won't be needing it tonight. Corrédé Owarida, le film se termine donc en teasant une suite qui n'arrivera jamais. C'est presque dommage, parce que c'était un film tout à fait correct. Bon, l'intrigue est complètement bateau, mais pour une origin story de super-héroïne, ça fonctionne plutôt bien. Ça introduit bien le personnage, nous présente son entourage, les raisons qui la poussent à devenir une super-héroïne, et les compétences qui lui sont utiles dans sa nouvelle carrière. Quant à son antagoniste, Shannon, c'est presque un miroir négatif de Lex. D'autant plus que c'est l'exemple de Lex qui l'inspire à devenir à son tour une justicière. Et comme elle est motivée par la volonté de venger une proche. Sauf qu'elle utilise des méthodes beaucoup plus extrémistes en tuant ses adversaires. C'est juste dommage que ses motivations n'aient été révélées qu'à la fin. Ça aurait été beaucoup plus efficace si Lex l'avait démasqué et avait appris ses raisons pour agir ainsi, un peu plus tôt dans l'intrigue, avant un troisième acte qui les aurait opposés lors de combat final. Niveau dialogue, si Lady X n'est vraiment pas doué pour les punchlines, Stockings go on your legs. il n'est pas Peter Parker qui veut, on a quand même droit à quelques dialogues fun. You didn't kill him, did you? No. Good. The car people wouldn't like that. It's an image thing. Et niveau fanservice, si les scènes de pose en bikini et en lingerie sont bon enfant, et nettement moins putassières que ce qu'on a dans le comics, on se serait volontiers passé de la nudité gratuite. Ah. Franchement, je ne comprends pas que Famke Janssen soit aussi embarrassée par ce rôle. Elle est assez photogénique, et pour une débutante, son jeu n'est pas mauvais du tout. Même si elle aurait gagné à avoir un costume moins moche, et une meilleure chorégraphie de combat. Et soyons honnêtes, même si le scénario n'a rien de révolutionnaire, il est nettement meilleur que celui de la BD, dont les seuls points communs sont que l'héroïne est un mannequin qui s'appelle Lex, et elle décide de devenir une justicière suite à une agression qui blesse sa meilleure amie Jay à l'œil, et comme vous le voyez, l'adaptation a interverti leur couleur de cheveux. Elle a un mentor qui s'appelle Chang, et une patronne qui s'appelle Mercedes, et c'est tout. Pour le reste, les méchants principaux sont des agresseurs qui sont en réalité des escort boys qui ont été engagés pour l'arrosser par une bonne femme qui veut se venger d'elle parce qu'elle croit qu'elle s'est tapé son mec. Comme vous le voyez, le matériau d'origine vole tellement bas qu'il va pas tarder à percuter une taupe. Bon, je vais pas non plus vous survendre le titre, hein, même si ça reste une curiosité avec les nombreuses personnes connues ou appelées à le devenir qui y ont participé, mais c'est un téléfilm tout à fait correct, ce qui est quand même un sacré exploit quand on sait à quel point le matériau d'origine était mauvais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la pouce vérisée, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à la soutenir par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona où je parle de la 4e saison d'Arrow qui confronte le justicier à l'organisation Hive dirigée par le redoutable Damien Dark. Janet! C'est triste à dire, mais Famke Janssen rejoint Halle Berry et Eliza Soto sur la douloureuse liste des James Bond Girls qui ont incarné des super-héroïnes mal attifées. Vous remarquerez d'ailleurs qu'ils ont pas osé montrer le costume sur la jaquette de la VHS. Et c'est encore pire avec le DVD. N'empêche, vous trouvez pas ça triste que le costume le plus joli qu'on ait vu pour les super-héroïnes américaines dans cette émission, c'est celui de McKenna?